J'ai choisi de venir vous parler de cette recherche que je mène depuis déjà plusieurs années sur le phénomène des communautés marginales en ligne, sur ces communautés qui permettent à des gens qui étaient autrement, sans Internet ou autrefois, le plus souvent condamnés à être seuls dans leur différence ou dans leur marginalité, et qui, dans Internet, arrivent à se trouver des semblables, des gens avec qui échanger pour constituer des mondes communs. Pour ceux qui suivent mes réflexions, ça fait plusieurs années déjà que je m'intéresse à ce phénomène-là. Mon ambition maintenant, à travers le travail d'analyse et d'observation sur plusieurs communautés différentes, donc sur des terrains particuliers, mais différents les uns des autres, est d'essayer de réfléchir au phénomène dans son ensemble. Le plus souvent, la plupart, sinon la totalité des chercheurs qui s'intéressent à ce phénomène-là travaillent sur une seule de ces manifestations. Là, j'essaie de comparer donc des communautés différentes pour essayer de voir le phénomène donc, dans sa globalité. Ces jours-ci, on s'inquiète beaucoup de ce comment des individus qu'on désigne comme des loups solitaires. À mon sens, c'est une très mauvaise expression, c'est une expression très mal choisie. En fait, on ne pourrait pas plus mal nommer la chose que ça, mais bon, on s'inquiète de ça, comment ceux qu'on appelle des loups solitaires peuvent, censément tout seuls dans Internet, se radicaliser. Ce que j'ai compris et ce que je retiens qui est peut-être le plus important, c'est qu'individuellement, ce qui peut nous changer le plus dans Internet passe toujours par l'intégration, l'appartenance à des collectifs, à des communautés en ligne où on trouve et où on retrouve des identités qui n'ont rien de virtuel, qui n'ont rien d'éphémère, qui sont constantes, qui sont là dans la durée et avec qui on développe des liens. Contrairement à ce qu'on répète couramment ces jours-ci, je suis assez convaincue qu'il ne suffit pas de regarder des vidéos de propagande dans Internet pour se radicaliser et qu'il faut aussi absolument échanger avec d'autres, s'engager dans des interactions et que c'est justement parce que des gens sont tout sauf seuls, isolés et solitaires dans Internet qu'ils peuvent se transformer de façon importante à partir de ce qu'ils font en ligne. Ce phénomène-là, celui-là, inquiète aujourd'hui beaucoup de monde, certainement avec raison. Il y a d'autres formes de communautés marginales en ligne qui ont beaucoup retenu l'attention à différentes époques. Il y a entre autres choses les communautés d'anorexiques, les communautés du pro-ana, qui ont beaucoup fait parler d'elles à certains moments. En 2008, la France a même adopté une loi pour criminaliser ces espaces-là, ces communautés-là. Ça inquiète parce qu'on craint que des jeunes filles parfaitement saines deviennent anorexiques au contact des autres, exactement comme aujourd'hui, on craint que d'autres soient amenés vers la radicalisation religieuse, le djihadisme, en traînant là où il ne faut pas dans Internet. Le propre de la déviance, de la marginalité, étant d'être en rupture avec les conceptions qu'on suppose être largement partagées de ce qui est sain, sensé, acceptable ou convenable, bien évidemment on comprend que c'est toujours troublant ou inquiétant du point de vue de la majorité que de savoir que des gens qui sont en rupture avec ce point de vue qui est censé faire consensus puissent se retrouver entre eux pour collectivement élaborer des mondes parallèles. Le plus souvent, les formes de ces communautés-là qui ont retenu l'attention, qui retiennent l'attention, sont plutôt de nature à inquiéter, mais on peut aussi faire à l'inverse une lecture très positive de certaines manifestations du phénomène. Il y a plein de gens qui souffrent de différentes manières parce qu'ils entendent des voix, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été assigné à la naissance, parce qu'ils sont autistes, parce qu'ils s'automutilent, on peut multiplier les exemples comme ça, peuvent en se trouvant des semblables
dans Internet, donner sens à ce qu'ils vivent, donner sens autrement, hein, repenser leur expérience de façon positive en rejetant le stigmate qu'on leur, l'image négative qu'on leur renvoie dans d'autres contextes. Ces gens-là sont nombreux à dire et à répéter la même chose, à savoir que la découverte en ligne hein, de gens comme eux, ça a complètement changé leur vie pour le mieux. Que c'est vécu comme une libération. Hein. Il y a là, concrètement, des formes d'empowerment. C'est une image de circonstance. Hein. Il y a des formes d'empowerment qui sont extrêmement positives, devant lesquelles on peut avoir des raisons de se réjouir, puis à l'inverse, des formes extrêmement inquiétantes hein, de socialisation à différentes formes de déviance dans Internet. Puis la différence entre ce qui inquiète et ce dont on peut se réjouir quand on regarde ce qui se passe dans certaines communautés, par exemple les anorexiques, les gens qui s'automutilent, ben c'est après tout d'abord peut-être une question, une affaire de point de vue. Hein, certains applaudissent, là où d'autres sont très inquiets. La difficulté, je pense, de réfléchir au phénomène dans son ensemble, c'est d'échapper à toutes ces perspectives normatives, hein, à ceux qui s'inquiètent et à ceux qui se réjouissent du phénomène. Ce qui m'amène à finir avec ce très long préambule et introduction pour vous dire en gros ce qui oriente ma démarche. Hein, je considère que l'échange dans Internet favorise le développement de communautés d'un genre inédit et qui sont marginales. Pour le meilleur et pour le pire, ça contribue à transformer quelque chose de la normativité dans notre monde. La question de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, s'il faut s'en réjouir ou pas, m'apparaît comme n'ayant pas de sens ni de pertinence parce que je considère qu'on ne va pas renoncer à Internet, on ne va pas fermer Internet et on ne va pas non plus ni pouvoir ni vouloir contrôler toutes les interactions, tous les échanges qu'il y a entre des individus pour savoir si les conceptions des choses qui sont partagées conviennent ou pas. Et donc c'est clair, je m'inscris je revendique la liberté de réfléchir au phénomène sans adopter une posture normative ou même me poser des questions quant à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de saisir ce qu'impliquent ces formes-là d'entre-soi à différentes échelles, d'abord à hauteur d'hommes ou de femmes, dans les trajectoires de vie des gens qui intègrent ces communautés-là. Je me demande donc qu'est-ce que ça change hein, pour l'individu qui intègre une communauté comme celle-là. Je me demande ce que ça implique à l'échelle de ces collectifs, de ces communautés-là, quel genre de dynamique on trouve dans ces espaces-là, comment on arrive à constituer des mondes communs, quel genre de discours on produit et on partage collectivement. Ultimement, ce que je voudrais, ce que j'essaye, c'est d'avoir de quoi réfléchir sur la manière dont le phénomène dans son ensemble hein, transforme la normativité à l'échelle sociale. Est-ce que, ultimement, ces communautés-là peuvent déboucher sur autre chose hein, qu'un repli sur l'entre-soi? Hein? Quel rapport il y a concrètement entre ces espaces-là et ce que peut être la normativité à l'échelle du vivre ensemble le plus large dans l'ensemble de la société? La réponse à ces questions-là, pour moi, elle peut venir que d'un travail empirique. Et là, l'ennui, la difficulté tout de suite, c'est qu'évidemment, on est contraint par la réalité des terrains. On peut difficilement faire 12 enquêtes de terrain différentes. Donc, à défaut d'être capable maintenant de réfléchir sur plein de formes différentes, donc de communautés marginales, je m'en suis tenue jusqu'ici au travail sur des cas qui sont très différents les uns des autres, mais qui ont en commun d'être l'objet donc de discours
ou d'une normativité médicale. Ultimement, j'espère être capable d'élargir pour comparer avec d'autres formes de marginalité, mais j'en suis pas encore là. Donc, je réfléchis à partir d'enquêtes que j'ai menées toute seule ou avec des étudiants, avec des assistants de recherche, avec également des étudiants de maîtrise, donc qui ont fait leur projet de maîtrise en lien avec ce projet. J'ai fait une première enquête qui n'est pas terminée, que je poursuis, sur une communauté de personnes transgenres, F2M, female to male, donc des personnes qui se sont fait assigner une identité féminine à la naissance et qui se reconnaissent plutôt comme des hommes. Une autre qui est une communauté de joueurs qui sont des joueurs de poker, que leur entourage soupçonne d'avoir un rapport compulsif, sinon pathologique au jeu, mais qui eux-mêmes pensent leur pratique de jeu tout autrement. Quand je dis que c'est une communauté de joueurs, en fait, l'espace dans lequel j'ai fait enquête est un espace dans lequel les joueurs échangent au sujet de leur expérience de jeu et de leur pratique de jeu. C'est pas un espace dans lequel ils jouent ensemble et entre eux. Ils jouent plutôt de façon anonyme sur Internet contre des adversaires à qui ils parlent pas et avec qui ils développent pas de lien. Une dernière enquête qui a fait l'objet du mémoire de maîtrise de Nicolas Saucier, qui portait sur une des, communautés de Berbakers. Les Berbakers qui sont des hommes homosexuels qui choisissent de façon délibérée d'avoir des rapports sexuels non protégés avec d'autres. Et encore une fois, donc, les communautés en question étaient des espaces dans lesquels ces hommes échangent au sujet de leurs pratiques sexuelles et non pas des espaces dans lesquels ils se recrutent des partenaires. Je me permets aussi dans la réflexion donc de référer à des observations qui ont été faites par d'autres. Entre autres, Adler et Adler, qui travaillent depuis plusieurs années sur les forums de personnes qui s'automutilent, donc sur les communautés de gens qui s'automutilent, et celle de plusieurs collègues américains qui travaillent sur les communautés d'anorexie. Il y a aussi Antonio Casilli, qui est un collaborateur français, qui travaille aussi sur le même phénomène. Donc, avant qu'on m'adresse la critique, je veux tout de suite insister sur le fait que je considère pas en rien, ni de près ni de loin, que ces expériences-là sont assimilables les unes aux autres. Ce sont des phénomènes complètement différents. Je considère que la transidentité n'a rien à voir avec le barebacking ou l'automutilation ou l'anorexie ou le jeu. Ce sont des expériences, des réalités qui ont en revanche en commun la marginalité, le fait d'être des expériences marginales et le fait de donner lieu à la formation de communautés en ligne. J'essaie de voir, au-delà donc de toutes les différences qu'il y a entre ces cas de figure-là, qu'est-ce qui est récurrent dans l'expérience qu'on fait de ces communautés en ligne et dans ce qui se joue dans ces échanges en ligne. Donc, avant d'aller plus loin dans la matière qui m'intéresse, pour bien cadrer le problème, on peut replacer le phénomène dans une perspective socio-historique plus large. Le développement de la pluralité normative, c'est pas apparu avec Internet, évidemment. Un des plus grands succès de librairie de la sociologie est un ouvrage de David Riesman paru en 1950, dans lequel Riesman disait, dans les grandes villes américaines, il y a une telle pluralité normative, il y a une telle hétérogénéité des façons de voir, des croyances, des pratiques et des conceptions du bien et du beau, que toutes ces conceptions se relativisent les unes par rapport aux autres quand on est exposé à une pluralité de conceptions du bien et du beau. On peut continuer à croire que ces conceptions à soi du bien et du beau sont les seules valables et qu'elles sont supérieures à toutes les autres, mais on ne peut pas ignorer le fait qu'il existe d'autres manières de voir et que donc ce sont des manières de voir parmi plusieurs possibles. C'était déjà une question très actuelle pour la sociologie en 1950. On pourrait dire que le développement de la pluralité normative, c'est ni plus ni moins que l'affaire de l'histoire de l'ensemble de la modernité. Donc je ne suis pas en train de vous dire que c'est Internet qui entraîne ce phénomène. La nouveauté
c'est la manière dont le numérique permet en même temps d'abolir la distance, ça permet d'entrer en contact avec des centaines de millions de personnes potentiellement, mais aussi plus particulièrement de partager les contenus recherchables, hein, ce qui permet de repérer et de choisir assez finement les gens avec qui on communique, avec qui on échange et avec qui on se lie, ce qui fait en sorte que des gens avec des pulsions, des expériences, des pratiques qui sont les plus nettement, les plus radicalement marginales ou improbables qu'on peut imaginer. Je ne sais pas, moi, les gens qui ont des fantasmes cannibales, les gens qui éprouvent le désir de se faire amputer. Hein, il n'y a pas grand bizarrerie qui ne s'est pas manifesté dans l'histoire humaine. Ces gens-là, quel que puisse être improbable, hein, leurs pulsions, peuvent, avec Internet, se trouver des semblables avec lesquels échanger, ce qui aurait été très difficile il y a encore 30 ans, sinon franchement impossible. Le fait que les échanges puissent se faire de façon anonyme, ça a permis par ailleurs le développement d'espaces qui réunissent des gens dont les pratiques ou l'identité ont un caractère très stigmatisant, ce qui fait qu'avant Internet, leur expérience se vivait normalement en solo et en silence, ou alors si les gens en parlaient, et quand ils en parlaient, c'était dans un cadre qui était étroitement balisé, pour les cas qui m'intéressent, par le pouvoir médical, hein, comme les groupes de parole qui rassemblent des personnes qui, par exemple, s'automutilent, hein, ou des anorexiques. Ce qui se passe dans ces communautés-là, ces communautés en ligne, ça peut ressembler par certains côtés à ce qu'on pouvait ou aurait pu trouver dans des groupes de parole, mais c'est certainement différent dans la mesure où on peut assez bien imaginer que l'entrée dans un groupe de parole, par exemple pour des personnes qui s'automutilent, hein, à l'hôpital ou sous le contrôle d'un psychiatre ou d'un médecin, ça suppose, en tout cas j'imagine, je le présuppose, de reconnaître comme vrai ou valable la perspective du médecin ou du psychiatre, ou en tout cas au moins de faire comme si on la reconnaissait comme valable. Ce qui n'est pas le cas dans les communautés en ligne qui m'intéressent, où donc la vision des choses qu'on peut élaborer et partager collectivement, elle est susceptible d'être différente. Bref, on ne peut pas dire que le phénomène est complètement neuf, mais on ne peut pas dire non plus qu'il ne se passe rien, hein, qu'il n'y a rien de nouveau. Pour finir avec les mises en garde, comme je m'intéresse à des discours qui critiquent et qui contestent des normes médicales, il faut rapidement, hein, souligner quelques éléments de ce qui change de la normativité en matière de santé. Donc, je peux rappeler vite quelques constats qui ont été faits par plein d'autres avant moi. Je ne m'inscris pas moi-même dans le champ de la sociologie de la santé, donc d'autres que moi connaissent mieux ces constats. Mais on peut souligner, hein, d'abord qu'on assiste depuis plusieurs décennies à une extension du champ des problèmes de santé mentale. Apparemment, c'est ce que suggère Eva Illouz, hein, dans Les sentiments du capitalisme. Il y a une première étape importante qui a été franchie dans ce sens-là avec Freud et la psychanalyse. Hein. Ce que Illouz nous dit, c'est que avant Freud et la psychanalyse, la majorité des gens étaient considérés a priori comme n'ayant pas de problèmes psychiques ou de santé mentale. La folie concernait une toute petite minorité, alors qu'à partir de Freud puis la psychanalyse, ben, il y a un renversement du rapport. Hein. Pour Freud, c'est la majorité des gens, sinon tout le monde, qui est aux prises avec des névroses, et c'est une toute petite minorité qui parvient à, je ne sais pas quoi, contrôler, dominer ces névroses. Plus récemment, hein, on a pu assister à une multiplication des étiquettes, des pathologies, à la médicalisation de conditions qui étaient autrefois pas pensées, hein, dans des termes médicaux. Le jeu, le gambling en est un bon exemple.
Le jeu, ça a été l'objet d'un cadrage moral ou sinon religieux jusqu'aux années 60-70. C'est devenu progressivement l'objet d'un discours et d'un cadrage médical. Ça a été vrai aussi de la consommation excessive d'alcool, d'un certain nombre de pulsions ou pratiques sexuelles, qui étaient l'objet d'un discours moral, sinon religieux, et qui sont devenus l'objet d'un discours médical. Bref, si on peut observer des groupes qui revendiquent la démédicalisation de certaines conditions, bien évidemment, il faut tout de suite rappeler que ça se passe dans un contexte où globalement la tendance va plutôt en sens inverse, c'est-à-dire une multiplication des étiquettes médicales et du cadrage médical. En même temps, qu'on assiste à quelque chose comme une transformation de l'exercice du pouvoir médical, alors qu'il y a une éthique assez largement partagée qui s'est développée, qui se développe toujours depuis quelques décennies et qui promeut, en tout cas au moins au plan des discours, la reconnaissance des malades comme des sujets sensibles, sensés, voire comme les seules personnes aptes à définir légitimement leur état, à faire des choix les concernant et à savoir ce qui est bon pour elles. C'est la reconnaissance des personnes qui est en jeu, leur légitimité, à savoir à dire ce qui est bon pour elles. Il y a quelques auteurs, je pense entre autres à Marcelo Otero, qui nous disent que ces formes de reconnaissance-là sont peut-être aussi en même temps de façon pernicieuse une manière de responsabiliser les malades et peut-être ultimement de les abandonner à leur sort, mais il y a dans tous les cas quelque chose qui a changé et qui coïncide avec des demandes de reconnaissance qui se multiplient. Il y a des gens qui se font accoler des étiquettes de problèmes de santé et qui souhaitent assez légitimement qu'on les traite autrement, qu'on les écoute et qu'on considère leurs paroles, leur expérience, leur vision des choses. Ça non plus, c'est un changement qui est venu bien avant Internet puis bien avant des communautés qui m'intéressent. Donc, quand j'ai commencé à faire enquête sur ces communautés marginales en ligne, ce qui m'intéressait, c'était d'abord ce qui se passait à l'échelle individuelle. La question qui était pour moi la plus importante, c'était le rôle que pouvaient jouer les autres de la communauté en ligne dans la vie des personnes qui fréquentent ces communautés-là. Par exemple, pour le joueur qui est activement investi, engagé dans sa passion pour le poker, qui rêve de maîtriser le jeu mieux que les autres pour ultimement peut-être arriver à gagner sa vie du jeu, qui perd de l'argent avec l'idée qu'il faut payer pour apprendre et que donc c'est normal de payer et de perdre parce qu'il est dans une trajectoire ascendante où il gagnera plus tard, qui au quotidien est concrètement entouré de gens, la famille, les amis, les collègues, qui s'inquiètent de ses pratiques de jeu, qui soupçonnent qu'il y a des problèmes de jeu, de qui il va se cacher aux besoins. Alors, qu'est-ce que ça change de trouver une communauté en ligne, des gens qui partagent sa vision des choses pour le jeune trans qui est mal avec son corps, avec son identité de genre, qui ose rien dire ou qui, quand il s'aventure à dire à ses parents, à sa famille qu'il aurait donc préféré, qu'il préférerait être mort, qu'il aurait préféré être né avec un autre corps, qui se fait dire quelque chose comme c'est dur l'adolescence, ça va passer, inquiète-toi pas, ça va aller mieux quand tu vas être plus grand, puis c'est quoi ces folies-là. Le fait de pouvoir trouver dans Internet des gens qui peuvent l'entendre et qui peuvent reconnaître sa souffrance comme réelle, légitime, et qui peuvent mettre des mots, en fin de compte, sur ce qu'il vit. Qu'est-ce que ça change? En fait, la question, c'est est-ce qu'on va quitter le clavier pour aller voir sa mère et puis lui faire un coming out? Est-ce qu'on va quitter le clavier pour aller tenir tête à je sais pas qui dans sa famille, ou au psychiatre, ou au médecin? Dans un contexte où ça implique de vivre
de façon assez radicale dans l'alternance ou simultanément dans deux mondes complètement différents, hein, au quotidien avec ses proches qui sont les gens qui comptent dans sa vie, mais qui en même temps comprennent rien de ce qu'on vit et de ce qu'on éprouve, et puis en même temps, hein, au quotidien, en ligne avec d'autres qui sont loin de soi, qu'on ne connaît pas, qui n'ont aucune importance dans sa vie, du moins relationnellement, mais qui, eux, partagent notre vision des choses, hein, dans la mesure où les relations demeurent cantonnées à Internet, où les gens ne se rencontrent pas, jusqu'à quel point ces autres-là dans Internet peuvent être déterminants, finalement, des trajectoires individuelles. L'enquête que j'ai faite auprès des joueurs et celle qu'on a faite, je dis on parce que c'est avec mon équipe d'assistants, dans un espace d'entreprise, m'ont amené à comprendre qu'on rencontre les autres ou pas en face à face, qu'on les intègre ou non à sa vie sociale hors ligne, ça arrive parfois mais pas toujours, ça fait pas grande différence. La découverte des autres, d'une vision du monde dans laquelle on se reconnaît, ça donne le plus souvent lieu, le plus souvent, sinon presque toujours, à un tournant majeur dans la vie de ces personnes-là. Étonnamment, les histoires et les parcours sont très semblables, même dans des communautés très différentes. Elles ont beaucoup en commun. Hein, on découvre l'espace d'échange en ligne toujours un peu par accident, alors qu'on cherchait des réponses, des solutions à des problèmes très pratiques, très concrets. Hein, au départ, il n'y a personne qui cherche des amis ou qui cherche des gens avec qui échanger ou discuter, c'est pas ça qu'on recherche. Hein, chez les trans, par exemple, hein, on va googler parce qu'on se demande avec quoi et comment on pourrait faire pour se bander les seins, pour masculiniser sa silhouette, ou comment on peut s'entraîner, faire du sport pour travailler sa silhouette, éviter qu'elle soit trop féminine. Ou chez les joueurs, on se demande quel logiciel on peut utiliser pour compiler des statistiques sur son jeu en ligne pour analyser soi-même son style de jeu et puis arriver à s'améliorer. Chez les gens qui s'automutilent, on se demande comment masquer, maquiller des cicatrices et comment faire en fait pour assurer une cicatrisation la moins visible possible de ces blessures ou de ces coupures. C'est en cherchant des réponses à des questions de ce genre-là que les gens aboutissent dans ces espaces d'échange qui sont le plus souvent, jusqu'ici, c'était des forums de discussion. Le premier contact consiste le plus souvent à passer plusieurs jours, sinon quelques semaines, à lire des pages et des pages et des pages de contenu archivé. C'est dans tous les cas hein, l'occasion de se reconnaître, de reconnaître son expérience dans l'histoire des autres, de trouver dans leur point de vue, leur posture, de quoi donner sens à son expérience. Les gens en parlent comme d'un déclic. Ce qui est central dans les histoires et dans les récits, ce qui revient de façon récurrente en fin de compte pour rendre compte de ce déclic-là ou de cette expérience-là, c'est toujours le sentiment très fort d'une ouverture des possibles, d'une ouverture des possibles et puis de la possibilité en fait de penser autrement son avenir. On est capable, tout d'un coup, on se projette autrement dans l'avenir. Hein. Chez les joueurs, la découverte du forum de discussion, ça amène à se dire que non seulement c'est possible de jouer sérieusement, d'apprendre à maîtriser le jeu pour pouvoir un jour gagner sa vie, mais qu'il y a des gens qui y arrivent, que c'est concrètement à sa portée, puis qu'on peut vraiment s'engager dans l'entreprise maintenant. Du côté des trans, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Certains découvrent radicalement la catégorie, le phénomène de la transidentité qui leur était étranger et qui leur permet de faire sens du malaise qu'ils éprouvent, hein, de se dire c'est tout moi, c'est ça qui va pas avec moi. Pour d'autres, en fait, l'objet de la découverte, c'est l'existence de la transsexualité F2M, de femmes à hommes. Hein, plusieurs disent qu'ils étaient familiers, ils avaient déjà entendu parler du phénomène inverse, mais ignoraient que c'était possible de faire une transition, une transformation corporelle dans l'autre sens. D'autres qui savaient que c'était possible découvrent en fait, plutôt que c'est moins inaccessible qu'ils l'auraient imaginé de prime abord, que des gens ordinaires, avec des vies ordinaires et avec des moyens ordinaires, bref,
des gens comme eux, hein, des gens dans lesquels ils peuvent se reconnaître, font une transition et que donc du coup que c'est, alors que c'est concrètement à leur portée. Chez les gens qui s'automutilent, ce qu'on découvre, c'est qu'on peut s'automutiler sans être fou, sans être malsain, sans être malheureux, qu'on peut assez légitimement y voir une pratique corporelle de gestion du stress comme d'autres, mais surtout une pratique qui est beaucoup moins dommageable et beaucoup moins dangereuse que beaucoup d'autres pratiques de gestion du stress qui sont socialement acceptables, hein, entre autres choses la consommation d'alcool et de tranquillisants qui sont des exemples, hein, qui reviennent souvent dans la réflexion des gens qui s'auto-mutilent. Bref, qu'on n'a pas nécessairement besoin d'aller chez le psychiatre ou d'essayer de changer ou de s'en inquiéter outre mesure ou de se sentir mal avec ça. Donc, cette ouverture-là des possibles s'accompagne toujours de l'accès à beaucoup de connaissances et d'informations. On trouve dans ces espaces-là des réponses à peu près toutes les questions qu'on se posait, et souvent beaucoup de réponses à des questions qu'on ne se posait pas encore. Hein. Ils n'étaient pas rendus là, mais il y a énormément d'informations. Ces communautés-là sont l'espace d'une expertise très riche. Plusieurs sites, plusieurs plateformes ont pour raison d'être première le partage d'informations. La suite des parcours individuellement, ça consiste à s'engager dans les échanges avec d'autres, hein, à développer des liens en même temps qu'on se questionne, mais qu'on est amené à se repenser soi-même à partir des nouveaux possibles qu'on découvre dans ces communautés-là. Et puis au fil des échanges, les nouveaux sont petit à petit socialisés à la vision des choses que les autres partagent ensemble. Ce qui m'amène à vous parler de ce qui se joue à l'échelle de ces communautés-là. Donc, pour moi, on aurait tort de réduire à l'addition de rencontres et d'expériences individuelles. Il y a là plus que ça, parce que de ces rencontres-là, émergent des mondes communs dans lesquels on développe des langages et dans lesquels on négocie surtout des consensus, des normes alternatives, des visions collectivement partagées qui donnent lieu à des sentiments d'appartenance et qui font en sorte qu'à terme, c'est l'expérience qu'on fait de la marginalité dans ces cas de figure-là qui est transformée et qui est différente, et ultimement, ces collectifs-là et les sentiments d'appartenance qui viennent avec sont susceptibles de déboucher sur des revendications ou des demandes de reconnaissance qui s'adressent à l'ensemble de la société. On sort des marges ou on sort de l'ombre, ultimement. Aux États-Unis, il y a des leaders du mouvement pour la reconnaissance des droits des personnes trans qui ont souligné l'importance du rôle d'Internet dans l'amélioration des conditions de vie des personnes trans. En fait, en soulignant comment Internet, d'abord, permet à ces gens de s'organiser comme collectif pour se faire entendre. Il y a même quelques-uns qui proposent qu'Internet a fait plus pour l'amélioration de leurs conditions de vie que l'avancée, ce qu'auraient été les avancées de la médecine au cours des 20 ou 30 dernières années, et que ce que serait l'évolution des attitudes et des opinions vis-à-vis de la diversité sexuelle. Plusieurs ont souligné comment l'avantage étant qu'Internet permet à des personnes d'aller chercher de l'information et d'échanger avec d'autres sans être obligés au préalable de se reconnaître publiquement comme en questionnement sur leur genre ou sur leur corps. Mais il me semble que le plus important, en fait, est certainement que le fait de communiquer ensemble permet à ces gens-là de se doter d'un langage commun, mais aussi et surtout de s'entendre, en fin de compte, sur ce qui peut faire consensus, sur ce qui peut être au cœur d'une vision commune et collectivement partagée. Chez les trans, c'est surtout l'occasion, en fait, de prendre acte de la diversité des cas de figure possibles. Ils sont
très nombreux, et donc de l'impossibilité qu'il y a à baliser trop étroitement ou trop exclusivement, en fin de compte, hein, ce qui est la réalité commune des personnes trans. Mais dans tous les cas, hein, il faut bien que les gens échangent entre eux et se parlent pour arriver à tracer les limites de ce sur quoi ils peuvent ou pas s'entendre, de ce que peut être une vision commune et collectivement partagée. Ce qui est en jeu, donc c'est pas simplement que des gens peuvent individuellement se trouver des semblables, mais le fait qu'on puisse former des collectifs dans lesquels émergent des langages, mais se négocient aussi des visions communes qui reposent sur ce qui peut être consensuel. C'est pas simplement le fait, pour reprendre l'exemple des trans, que des organisations ou associations puissent, c'est le cas aujourd'hui, militer dans Internet, puissent recruter des membres, se mobiliser et s'organiser. L'action politique, la mobilisation, c'est possible à partir du moment où existe déjà quelque chose comme un monde commun, mais l'étape d'avant, c'est qu'il faut se parler pour constituer donc ce monde commun. Là, évidemment, on pourrait se référer à l'agir communicationnel d'Habermas pour rendre compte de ce jeu de négociation par lequel on se parle pour établir des consensus puis arriver à s'entendre. Donc, sur ce qu'est un monde commun, je ne veux pas le présenter ou le penser dans les termes d'Habermas, mais plutôt vous expliquer comment ça se joue concrètement dans ces communautés, parce que la substance des échanges qu'on trouve dans ces communautés, c'est essentiellement cette négociation-là d'une vision commune. Et je tiens à insister sur le caractère qui est continu et toujours ouvert, en fait, des négociations qui permettent d'établir une vision commune, comme si cette vision commune n'était jamais complètement arrêtée et qu'on était toujours en train de la retravailler. La première enquête que j'ai menée portait donc sur la communauté de joueurs de poker. Et la plupart des joueurs en question fréquentaient cette communauté, cet espace depuis plusieurs mois, quelques-uns depuis quelques années. Ils fréquentaient cet espace-là de façon très assidue. En fait, ils s'y branchaient tous les jours ou presque, pour plusieurs fois par jour. Ils passaient l'essentiel de leur temps à suivre ce que les autres postaient et à interagir ensemble. Mais, comme ils se connaissent entre eux, ils sont là tout le temps, ils se retrouvent tout le temps, il leur arrivait évidemment de parler d'autre chose que du poker, mais le plus souvent, l'essentiel, le plus gros de leurs échanges portait sur le jeu. Et en fait, ce qui était pour moi mystérieux, c'est qu'ils étaient sans arrêt en train de répéter la même chose, de toujours reprendre les mêmes formules, de revenir sur la conception qu'ils partagent du jeu. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que ce serait long, c'est pour ça que je ne veux pas faire trop pointu. Si ça vous intéresse, je pourrais vous raconter. Mais il y a une vision du jeu qu'ils partagent qui s'explique bien en 10 minutes. C'est pas si compliqué, il n'y a pas de quoi passer 2 ans à revenir 4 fois par jour dans un forum de discussion. Ça s'explique en une dizaine de minutes, mais pourtant, ils sont sans cesse dans les échanges en train d'y revenir, et je me demandais, mais à quoi ça rime? Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils reviennent là sans cesse à répéter les mêmes choses? Au début, je me disais, c'est peut-être parce qu'ils sont constamment confrontés au quotidien à une vision autre, à une conception autre du jeu, et puis c'est ce qui fait qu'ils ont besoin de, je sais pas quoi, de se rassurer, de se conforter dans leur perspective, fait qu'ils reviennent constamment se brancher pour répéter les mêmes choses. J'ai fini par me rendre compte qu'en fait, s'ils répètent constamment les mêmes formules, c'est parce qu'il y a toujours dans leur espace des nouveaux qui passent par là, qui interviennent dans les échanges, qui les confrontent à des visions différentes. Et c'est parce qu'ils sont sans cesse en train d'intégrer des nouveaux, qui sont sans cesse en train de répéter les mêmes choses.
On a observé exactement la même chose dans le forum fréquenté par des personnes trans, et c'était pareil aussi dans les communautés de Berwacker sur lesquelles Nicolas a fait enquête. On passe énormément de temps à répéter les mêmes formules comme des credos, en fait, à revenir, à reprendre les mêmes discussions, hein, et à reformuler souvent les mêmes arguments, parce qu'on a toujours affaire à des nouveaux. La dynamique de l'échange avec les nouveaux, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle met en évidence en fait la diversité des expériences et le fait que c'est pas parce que les expériences sont identiques qu'on arrive à s'entendre sur une vision commune, hein. Les façons de vivre, de penser la transidentité, comme la façon dont les joueurs envisagent le jeu, elles sont a priori très variées. Dans chacune de ces communautés-là, au départ, on a en commun avec les autres une même marginalité. Donc le fait d'être différent, mais l'expérience qu'on vit et la façon dont on pense son expérience, elles sont variées, elles sont loin d'être uniformes. Les autres, a priori, sont prêts à reconnaître qu'on n'est ni fou, ni malade, ni taré, ni idiot, ni malsain, mais ils n'interprètent pas pour autant les choses nécessairement de la même façon que soi. Et c'est au fil des échanges que collectivement on soupèse les arguments, on confronte les points de vue, on partage des connaissances aussi, on est sans cesse en train de mobiliser des connaissances disponibles ou produites ailleurs dans la discussion pour finir par développer un consensus, ou en tout cas par s'entendre sur ce qu'est une vision commune, une vision sur laquelle collectivement on peut se retrouver. Dans tous les cas qui m'ont intéressé, cette vision-là est là pour point de départ la critique et la déconstruction de ce que sont les représentations les plus répandues de leur expérience et de leur pratique, mais aussi du discours médical concernant leur expérience ou leur situation. Collectivement, ils sont des spécialistes redoutables de tous les discours médicaux de sens commun sur leur expérience et leur réalité. Ils ont de façon très judicieuse toujours identifié, repéré ce que sont les failles, les limites, les contresens ou les aberrations qu'il y a dans le discours médical ou dans les visions de sens commun. Et c'est donc cette critique-là qui est le point de départ de la vision commune qu'ils élaborent ensemble. Dans tous les cas, cette vision-là, elle est pensée, elle est discutée dans un langage particulier, avec des notions, des termes qui ne sont pas ceux du médecin ou du psychiatre, qui appartiennent en propre à leur monde commun, qui leur permet de se retrouver entre eux aussi, ce qui suppose une frontière, il y a une frontière assez nette entre l'intérieur, l'extérieur, ou le collectif, et puis les autres, ceux qui savent pas, ceux qui peuvent pas comprendre, ceux avec qui c'est pas la peine de discuter ou de s'obstiner, ce qui d'ailleurs rend le travail d'enquête particulièrement délicat. On est dans ces communautés a priori toujours méfiants et sceptiques vis-à-vis de ce que peuvent dire ou penser tous ceux qui ne sont pas de l'intérieur du collectif ou de la communauté. La dynamique dans ces communautés-là, comme j'ai pu l'observer, elle est dans tous les cas marquée par la tension qu'il y a entre, d'un côté, la volonté d'accueillir, d'aider, d'intégrer et d'informer les nouveaux, qu'il faut bien instruire de la vision qu'on partage collectivement, et en même temps la méfiance, donc vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de ceux qui ne comprennent pas, qu'on va considérer toujours comme des trolls potentiels. Vous avez du nouveau, on se dit ben, c'est peut-être il ne peut rien comprendre, et donc c'est un troll, on va l'exclure, ou alors on se méfie aussi de ceux qui sont, si on peut dire, des déviants ou des marginaux aux yeux de la communauté marginale, des gens qu'on ne va pas reconnaître et ultimement qu'on va aussi exclure. Cette figure-là
du marginal chez les marginaux. Elle existe dans tous les cas qui m'ont intéressé aussi. Elle est plus ou moins importante selon les communautés. Chez les trans, elle n'est pas très visible, mais quand même, il y a ça, on trouve ça dans les échanges. Il y a deux cas de figure. Il y a d'abord la figure du faux trans, c'est-à-dire de la personne donc, qui ne serait pas vraiment trans, qui en fait serait une personne aux prises avec une psychose et un problème d'identité, un problème de santé mentale réel, hein, et qui devrait donc, avant d'envisager de transitionner ou avant de faire quoi que ce soit, hein, se faire soigner par un psychiatre. Il y a aussi une autre figure hein, du marginal chez les trans qui est celle de celui qui transitionnerait pour quelqu'un d'autre et pas pour lui-même. La vision sur laquelle tout le monde s'entend, c'est que l'identité de genre, c'est une chose qui est irréductiblement individuelle, qui ne peut s'éprouver que du dedans et par soi-même, par la personne elle-même. Hein, le psychiatre, les parents, le chum ou la blonde ne sont pas censés pouvoir savoir ce que devrait être son identité de genre. À soi, et donc hein, du point de vue de la communauté, celui qui entreprend une transition pour un tiers ou pour quelqu'un d'autre, ou celui qui décide d'interrompre sa transition pour quelqu'un d'autre ou à cause de quelqu'un d'autre, pour eux ça apparaît comme complètement aberrant. C'est pas un vrai trans, c'est quelqu'un qui va pas bien, celui qui fait ça. Chez les joueurs, c'est le marginal donc, de la communauté, c'est celui qui serait un vrai gambler, qui serait un poisson, hein, celui qui serait incapable de se contrôler pour jouer de façon raisonnable et qui compterait sur la chance. Je ne veux pas entrer dans les détails de leur conception du jeu, mais donc quand eux se définissent comme des aspirants joueurs professionnels qui maîtrisent la stratégie et qui donc s'opposent à ceux qui comptent sur la chance pour gagner. Chez les berserkers, c'est celui qui, dans ses pratiques sexuelles, respecte pas le principe de la responsabilité individuelle dans la prise de risque et le désir quand même de préserver sa santé. Donc c'est celui qui va par exemple dire qu'il enlève son condom en cachette de son partenaire qui tenait à avoir une relation sexuelle protégée. Ça, c'est tout à fait proscrit pour eux. Ou celui qui prend des risques dans une perspective suicidaire, hein, qui prend des risques qui ne sont pas calculés en disant que de toute façon, il veut en finir avec la vie. Mais dans tous les cas de figure, en fait, on définit autrement les limites du sain, du sensé, de l'acceptable, mais bien sûr, on en fixe des limites, et ultimement, ceux qui sont marginaux chez les marginaux, ben, on va les exclure. Et donc, l'intégration des nouveaux, ça suppose un échange dans lequel les plus anciens qui discutent avec le nouveau hein, vont le tâter pour essayer de savoir un peu à qui ils ont affaire, vérifier que le nouveau, si a priori ils partagent jamais complètement la vision qu'ils ont collectivement élaborée ensemble, qui est disposé à adhérer à cette vision-là, qui est pas hein, dans la position donc, du marginal chez les marginaux, qui est celui sur qui on reporte le stigmate qu'on se fait accoler dans d'autres contextes et qu'on va ultimement exclure, ni dans la position du troll qui vient faire des leçons hein, en répétant ce que charrie le discours médical ou la perspective du sens commun. Dans le jeu des échanges, hein, on se montre toujours disposé jusqu'à un certain point à écouter le nouveau qui pose des questions, fait des remarques et des commentaires qui apparaissent hein, souvent comme naïfs ou décalés par rapport à ce que les autres savent, à la vision qu'ils partagent ensemble. Mais hein, on a l'idée qu'il faut bien laisser la chance au nouveau d'apprendre, lui laisser le temps lui laisser le temps d'apprendre, et donc on ne peut pas exclure d'entrée de jeu celui qui pose une question qui apparaît comme dérangeante du point de vue du collectif.
Ultimement, hein, on tente le nouveau pour décider si on va l'intégrer ou si on va l'exclure. Dans certains cas, l'exclusion se fait, comment dire, il y a un contrôle informatique, une modération constante des communautés. On va censurer des interventions, on va exclure l'adresse IP de celui dont on ne veut pas. Dans d'autres cas, en fait, il n'y a pas du tout ou très peu de modération et donc on n'intervient pas. Hein, on laisse comment dire, les gens la régulation se faire dans l'échange, mais dans tous les cas de figure, en fait, ça donne exactement la même chose. C'est-à-dire que quand hein, les plus anciens décident que le nouveau est un troll, qu'il ne peut rien comprendre et pas disposé à entendre raison, ou que s'il est dans cette position du marginal chez les marginaux et qu'on décide de s'entendre pour s'en débarrasser, hein, on va cesser de lui répondre ou lui répondre de façon ironique ou avec beaucoup de mépris jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et donc ça, ou exclure l'adresse IP, ou en fait dans tous les cas de figure, on arrive assez vite à se défaire, à se débarrasser de quelqu'un. Mais ce qui est là où la négociation, donc de la vision commune qu'on partage ensemble se fait, hein, c'est dans cette période où on tente le nouveau pour décider de ce qu'on va faire avec lui. Le nouveau avec ses questions et ses commentaires qui sont souvent très naïves, en fait, tapent parfois dans les angles morts de la vision qu'on a collectivement élaborée ensemble, et ça oblige les plus anciens à sans cesse raffiner la réflexion, raffiner l'argumentation et la compréhension des choses. Bon, en même temps, c'est une négociation qui est continue, qui est ouverte. J'aurais des exemples où, parfois, quand le nouveau tape un peu trop dans un angle mort, où vraiment ça fait mal, on se dit que non, lui, ça ne peut pas aller, et on finit par l'exclure. Sur tous ces aspects-là, ces communautés-là, en fin de compte, sont pas très différentes de ce que sont les formes plus classiques de marginalité. Hein. Ce que je décris comme dynamique, c'est en tout point semblable à ce que décrivait Baker dans Outsiders. Hein, pour ceux qui connaissent, il n'y a pas grand-chose là de neuf. Ce qui est nouveau, c'est qu'on voit apparaître des collectifs, des visions communes autour de pratiques, d'expériences ou de formes de marginalité qui n'avaient pas, avant Internet, donné lieu au développement de communautés, de collectifs, et donc de ces visions communes. Hein, il faut se parler pour négocier ces visions communes, et c'est ce qu'on fait, c'est ce que je vous raconte. À part les impacts que ça peut avoir dans les trajectoires individuelles, il me semble, et je veux finir avec ça, que ça contribue à transformer la façon dont on peut penser et vivre certaines expériences ou pratiques marginales. Dans les communautés d'anorexiques, par exemple, hein, au fil des échanges des anorexiques entre elles, je vous dis, on crée, on développe, on élabore des langages, hein, on nomme les choses autrement, on s'est mis à personnifier l'anorexie et à en faire un personnage féminin qu'on appelle toujours Anna. Hein, c'est Anna, qu'on représente parfois comme une petite fée, parfois comme une libellule. Dans les échanges des anorexiques, en fait, la façon dont elles pensent leur expérience ou leurs conditions, en fait, l'anorexie est pour elles pensée dans les termes de la relation qu'elles entretiennent avec Anna. Anna qui est des fois une amie, des fois une ennemie, qui les suit, qui est toujours présente, qui les surveille, qui les traque, qui les accompagne. C'est parfois un personnage positif, parfois un personnage qui est négatif, mais dans tous les cas, hein, il y a donc cette personnification-là de l'anorexie, cette manière-là de penser l'anorexie qui n'existait pas avant les communautés d'anorexiques en ligne, quand chacune était toute seule chez elle dans son expérience de l'anorexie. Elles se sont aussi, hein, il y a un sentiment d'appartenance à ces communautés, on se donne des symboles chez les anorexiques, c'est
le petit bracelet rouge très fin, hein, l'anorexie c'est tout en finesse, qui est le symbole avec des fois la petite libellule, des fois une main ou un cœur, donc des fois juste une petite cordelette rouge qu'elle porte pour s'identifier et se reconnaître. Il y a plusieurs vedettes hollywoodiennes qui ont adopté le symbole du petit bracelet rouge. Évidemment, elles les connaissent toutes, hein, les anorexiques elles-mêmes, ces stars hollywoodiennes qui portent, c'est Paris Hilton, Ariana Grande, Madonna, qui ont la petite corde rouge. Hein, il y a un sentiment d'appartenance. On s'affiche. Certaines se font tatouer Anna, donc la représentation de cette petite fée, cette petite libellule Anna. Chez ceux qui s'automutilent, on a adopté le ruban orange comme symbole, et c'est le papillon qui est le symbole d'appartenance. Les gens qui s'automutilent se dessinent ou se tatouent, se font tatouer un papillon, le plus souvent, mais pas toujours, sur la face interne de l'avant-bras, hein, là où plusieurs se coupent. C'est autant le papillon chez les gens qui s'automutilent pour se reconnaître entre eux, en fait pour afficher l'appartenance, que ça fait partie d'une pratique qu'ils ont collectivement élaborée dans ces communautés et qu'ils partagent, qui vise à contrôler leur pulsion, leur envie de se couper. Donc le papillon est censé représenter quelqu'un qu'ils aiment, avec qui ils entretiennent un lien important. Il ne faut pas couper le papillon, il faut couper ailleurs, mais pas sur le papillon. Dans tous ces cas de figure, en fait, l'appartenance à ces communautés et à se manifester par des symboles, on s'affiche pour se reconnaître, elle est importante. Chez les joueurs, hein, ceux que j'ai rencontrés en entrevue, plusieurs d'entre eux, la perspective de se faire exclure de la communauté en ligne de joueurs apparaît comme quelque chose de vraiment dramatique. Là. Les cas où l'un ou l'autre s'est fait exclure, ça arrive parfois, quelques-uns, il est arrivé que quelques-uns hein, se prêtent de l'argent, se fassent prêter de l'argent, puis là, quand il y en a un qui ne rembourse pas, bien évidemment, c'est fini, on ne le revoit plus. Ça apparaît, donc la perspective de se faire exclure apparaît comme quelque chose de vraiment dramatique. Ils tiennent à cette appartenance, mais surtout à la reconnaissance des autres. Hein. C'est les autres qui les reconnaissent comme des apprentis joueurs professionnels. Chez les anorexiques, il y a également une représentation positive de cette identité. Hein. C'est pas pour rien que Madonna, Paris Hilton et d'autres s'affichent avec des symboles de l'anorexie. C'est bien parce qu'il y a l'idée hein, d'une version positive de cette identité-là. L'insulte ultime dans la communauté d'anorexiques, c'est de se faire traiter de wannabe anorexique, hein, de pas vraiment anorexique, mais aspirant à le devenir. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui est très sensible dans la reconnaissance qui vient par les autres. Il me semble en fait que ces appartenances-là, ça change de façon importante le rapport qu'on entretient avec les attentes normatives ou avec ce que serait le stigmate qu'on subit ou qu'on subissait ou qu'on subirait autrement. Il y a, dans les autres cas, il y a aussi les autistes qui ont formé des communautés en ligne pour se retrouver entre eux, comme dans tous les cas dont je vous parle, ils se désignent, se nomment autrement, se désignent comme des aspis, c'est le terme qu'ils ont retenu. Ils s'entendent pour se demander, hein, les autistes, c'est quoi le problème que les non-aspis ont avec eux, et puis pourquoi diable c'est eux qui devraient apprendre à vivre avec et comme les non-aspis, et pourquoi ce ne serait pas aussi un peu le contraire. Hein. Il y a une dizaine d'années, que cette plateforme, la plateforme d'échange Aspies for Freedom a été créée. À l'origine, c'est un espace d'échange et de rencontre. En fait, c'est un espace
de rencontres et d'entrées en relation permettant aux autistes de faire des liens avec d'autres autistes. C'est devenu Aspies for Freedom, une organisation qui milite pour la reconnaissance des droits des autistes, et plus simplement une communauté d'échange. Bref, de ces collectifs-là, il y a des revendications, des demandes de reconnaissance qui émergent, des demandes de reconnaissance qui sont inédites, en tout cas il me semble. Entre autres choses, des demandes de démédicalisation. C'est pas vrai dans tous les cas, mais ça l'est dans plusieurs, entre autres choses pour les trans, pour les aspies, dans une moindre mesure pour les gens qui s'automutilent et les anorexiques, hein, qui disent qu'est-ce que j'ai rien à faire chez le médecin ou à me traiter ou à considérer ma situation, mon état comme nécessitant un traitement médical. Le passage, pour moi, en fait, le passage de la critique de la norme à une demande de démédicalisation, qui est dans le titre de ma présentation, c'est en gros ce qui se passe quand on passe de la démarche de l'individu qui est seul, isolé, qui se cherche des semblables et ce qui mène à se replier dans l'entre-soi. Le passage entre ça qui se joue dans un premier temps vers ce qui vient ensuite, c'est-à-dire l'organisation d'un collectif organisé où on en sort avec des symboles qui permettent de manifester son sentiment d'appartenance. On s'est entendu sur une vision collectivement partagée, à partir duquel émergent des revendications qui s'adressent à l'ensemble de la société. Ce qui me mène, pour conclure, à faire ce constat qui est peut-être finalement, c'est un truisme terrible, et je m'en excuse d'avance, hein, si ça me mène à un truisme, mais c'est que si on se replie entre soi, apparemment, hein, c'est pas parce qu'on a renoncé à exister et à se faire reconnaître dans un espace du vivre ensemble le plus large possible. En fait, se replier entre soi, ça apparaît comme l'étape préalable ou la condition nécessaire de possibilités pour organiser une vision commune et organiser une revendication, mais si bien que, ultimement, ce qu'on veut, c'est quand même sortir de la marge et sortir de l'ombre, et la communauté marginale, ben, c'est l'étape préalable, le préalable nécessaire qui permet éventuellement de sortir de l'ombre. Je ne vais pas vous dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose. On peut certainement se réjouir pour les trans, pour les autistes, pas trop savoir ce qu'on devrait penser pour les gens qui s'automutilent, les anorexiques, et on peut être complètement catastrophé de voir se décomplexer et puis sortir de l'ombre certaines formes de marginalité qui sont tout à fait détestables. Mais ces exemples-là me mènent à penser, en fait, qu'on risque peut-être pas tant que ça d'être confronté à une société dans laquelle se multiplieraient des mondes parallèles, s'ignorant complètement les uns les autres, plutôt qu'on risque d'avoir affaire à une multitude de collectifs qui cherchent à se faire entendre, à se faire reconnaître et puis, comment dire, à occuper leur place sous le soleil. La nouveauté, c'est qu'avec Internet, on peut entrer seul, par soi-même, dans ces collectifs-là. L'erreur, ce serait de s'imaginer, parce qu'il s'agit, l'entrée dans ce genre de collectif, d'une démarche qui est pleinement individuelle, que c'est à peu près toujours en solo qu'on entre dans ces communautés, très rarement en gang avec ses amis, avec sa famille, avec son chum, avec sa blonde. La sociabilité en ligne, c'est vraiment une affaire individuelle. L'erreur, ce serait de s'imaginer, parce qu'on entre là seul, qu'on a affaire à des gens qui sont seuls. En fait, c'est tout le contraire. Il y a les autres, il y a surtout les autres, il y a partout les autres. Puis c'est en fin de compte la reconnaissance des autres qui fait toute la différence et qui fait que je pense qu'il se passe quelque chose. Merci, je m'arrête là parce que... Alors,
Alors, c'est le moment d'avoir un échange. Nous avons jusqu'à 1 heure pour pouvoir approfondir le contenu très riche qui vient de nous être présenté. Monsieur? Oui, je me permets de poser tout de suite une question, puisqu'elle est en lien avec le dernier cas dont tu nous as parlé, qui est celui des autistes Asperger. Oui. Je vois un possible paradoxe, parce que faut-il avoir été diagnostiqué par le corps médical pour se dire ASPI? Dans ce cas-là, faut-il passer par une désignation médicale pour finalement revendiquer de se démédicaliser, tu vois? C'est un cas limite, ça. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est le même problème ou la même question peut se poser vis-à-vis des anorexiques et vis-à-vis des... je veux dire, chez les ASPI, ils ont sur leur site, leurs espaces et leurs plateformes couramment des questionnaires ou des trucs qui sont... il y a un caractère un peu créatif, humoristique, comme à quoi on reconnaît un ASPI, ou si vous, ceci, cela, avec une liste d'expériences sociales, ben, vous êtes probablement un ASPI, vous êtes certainement un ASPI, mais de la même manière, chez les anorexiques ou chez les gens qui s'automutilent, c'est pas tous des gens qui ont été l'objet d'un diagnostic et qui se font amener chez le médecin, hein, que d'autres autour amènent chez le médecin ou chez le psychiatre. Mais le fait est qu'ils sont condamnés à... Bon, les autistes, c'est peut-être différent, mais dans les autres cas de figure, les gens sont condamnés à vivre dans les marges ou dans l'ombre, hein, leur expérience ou leur situation. Habituellement, on ne se vante pas d'être anorexique ou de s'automutiler parce qu'il y a une vision de sens commun et il y a un discours médical sur ces conditions, ces expériences et ces pratiques. Et même pour des gens qu'on n'a jamais amenés chez le médecin, en fait, l'argument ou le propos, c'est de dire, ben, il faut en finir avec ce discours médical. Je suis sain, je sais ce que je fais, je ne suis pas... Mais donc, est-ce que finalement, le partage, l'exposition de l'expérience des membres n'est pas aussi une façon pour ceux qui n'ont pas été pris dans le filet en fait, de la médicalisation, de reconnaître leur propre expérience, avant même ensuite de s'intégrer, mais parce que tu parlais de déclic. Oui, donc il y aurait comme un effet de miroir où là, on reconnaît dans l'expérience d'autrui sa propre expérience. Ah, tout à fait. Ah, tout à fait. Et là, j'aurais des exemples de contenu à finir où c'est effectivement... C'est ça, hein, on reconnaît l'expérience des autres, mais vis-à-vis du discours médical, en fait, se reconnaître dans l'expérience des autres, c'est dans tous ces cas de figure-là, se reconnaître dans une étiquette, qui est une étiquette médicale, et même quand on n'est pas l'objet d'un diagnostic et d'un contrôle, on est au fait on connaît l'existence de cette étiquette ou on connaît quelque chose du discours ou du contrôle médical. Mais oui, mais se reconnaître dans l'expérience des autres, c'est vraiment ce qui est central dans les histoires. Madame Saillant. Je suis intriguée par la notion de marge qui a été utilisée dans la recherche. Voyant, bien sûr, je comprends qu'il y a tout un rapport à une condition liée entre guillemets à la santé, mais on aurait pu prendre des marginalités politiques. Oui, hein? Tout à fait, c'est ce que je voudrais ultimement, excuse-moi. Bon. Alors, je souhaiterais comprendre au fond le choix qui a été fait par rapport à la notion de marge et par rapport au contenu assigné à la notion de marge dans cette recherche. En fait, pour te répondre, la notion utilisée pour circonscrire le phénomène qui m'intéresse est pour moi, depuis le début de cette entreprise-là, un casse-tête perpétuel et continu. Au départ, je voulais parler de déviance. Et là, il faut comprendre les enjeux pratiques liés à l'enquête. Je veux rencontrer les gens, je veux faire des entrevues de recherche.
Tu sais, par exemple, les joueurs de poker qui sont la première communauté dans laquelle j'ai fait enquête n'ont pas manqué d'aller voir sur le site du vice-rectorat combien d'argent j'avais eu pour ma recherche, quels sont les mots-clés associés à. Et si dans les mots-clés, il y a quelque chose comme déviance, tu vois, déjà, on me dit, ben, tu peux pas comprendre, ou t'es dans la catégorie de ceux dont on veut pas, qui entendent. C'est extra. Il y a deux en fait, il y a deux contraintes. Ce choix-là de parler de marge répond à deux contraintes. La première étant celle-là, étant qu'il y a l'impératif du terrain et le caractère sensible et difficile du terrain. Le choix des mots est vraiment critique et vraiment important. Si je parle de déviance ou si je parle de pathologie dans ces cas-là, là j'ai l'air d'avoir choisi mon camp, hein, de porter un jugement et d'adopter une posture normative, ce qui rend le terrain à peu près impossible. Sinon, d'un point de vue sociologique, déviance aurait été parfait comme concept, mais quand on dit déviance, pour la plupart des gens, c'est tout de suite un gros mot, on a tout de suite l'air de porter des jugements et de condamner les pratiques. L'autre choix que j'ai fait, en fait, dans le choix de mes terrains d'enquête, j'étais pris des contraintes éthiques, il y a des terrains plus faciles que d'autres à étudier, c'est pour ça que j'avais commencé par les joueurs, les apprentis joueurs professionnels. Je tenais à avoir moi-même au départ toute l'ouverture d'esprit qu'il fallait pour être prête à entendre ce que ces gens-là avaient à dire. J'ai pas moi-même travaillé sur, par exemple, travailler sur l'automutilation, j'aurais probablement eu un malaise avec ça, été, comment dire, mal à l'aise avec ces pratiques-là et j'aurais eu plus de difficultés à les reconnaître à reconnaître leur posture et leur vision des choses comme valables, comme intelligible, recevable, sensé. Et donc, en fait, je voulais travailler uniquement sur des cas où j'avais pas d'idée arrêtée et où je me sentais capable d'avoir l'ouverture d'esprit nécessaire pour dire, ben, je sais pas, je peux pas dire qu'ils ont tort, je peux pas dire qu'ils ont raison, puis il y a probablement un peu des deux, puis dans le cas des joueurs, ça marchait très bien, dans le cas des trans aussi, dans le cas des gens des pères d'acquart aussi, il y a quelque chose de tout à fait sensé, recevable dans leur expérience, dans leur vision des choses. Et donc, la notion de marge, pour te répondre, c'est un peu un choix par défaut. Là. Je cherchais une étiquette que je pouvais utiliser, qui n'était pas trop connotée. C'est marginal. C'est minimalement marginal, ce qui me permet de ne pas parler ni de déviance, ni de pathologie. Aux États-Unis, il y a un auteur qui parle de communauté extrême. Ça a quelque chose ça veut bien dire, je trouve ça. Et donc, mais peut-être qu'il y aurait mieux comme... Merci pour la présentation, ça fait un beau portrait d'ensemble. J'aurais deux questions, je vais commencer par une première, s'il y en a d'autres qui veulent intervenir, je laisserai la place. Tu as bien montré comment l'entrée dans ces communautés-là, il y a un phénomène d'escalade. Autrement dit, une personne qui se greffe à un ensemble, un petit ensemble, ça crée un groupe, une construction d'une vision commune, une construction d'un discours aussi, qui est très fort, qui se raffine, qui se précise, justement par ceux qui tapent dans les coins aveugles. Et on en vient à légitimer par le discours certaines positions, déviance, peu importe le terme. Est-ce que je me trompe ou dans le monde réel, pas sur Internet, là, on a tendance à voir que ces groupes-là vont s'allier pour défendre des causes communes, ou pour pouvoir faire avancer un peu, chacun à partir de sa propre marginalité, mais en voulant défendre. Est-ce qu'on voit ces phénomènes de front commun dans les communautés qui sont plus étanches, peut-être? Circonstanciellement, peut-être, entre autres, avec l'apparition du DSM-5,
qui a créé une sorte de vague, justement, sur la médicalisation du côté santé mentale. Mais je peux te répondre à partir de mon expérience de terrain. Et dans mon expérience de terrain, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des expériences marginales qui sont pensées comme apparentées. C'est-à-dire que, par exemple, chez les trans, on est très sensible à tout ce qui concerne la diversité sexuelle, peu importe peu importe de quel type, et donc on va être sensible à ça. En revanche, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand, dans mon enquête, par exemple, chez les joueurs, bon, on se dit toujours, ben, tu sais, tu es une spécialiste, tu es une chercheure qui travaille sur le jeu. Non, je ne travaille pas sur le jeu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les liens que vous développez. C'est pas de savoir si vous avez des problèmes de jeu. L'argument pour moi était de dire, ben regardez, j'ai travaillé sur une communauté de personnes trans. Puis là, bon, pour les joueurs, c'est pas du tout rassurant. Ils sont absolument pas sensibles au sort des personnes trans. Là, la réceptivité est vraiment nulle. Bon, le barebacking, c'est peut-être différent parce qu'on est dans l'ordre de la diversité sexuelle, mais pas tant parce que le barebacking, c'est connoté, c'est condamné assez largement par les mouvements LGBT. Et donc, je pense qu'il peut y avoir des parentés, c'est-à-dire peut-être que les anorexiques sont certainement sensibles au sort des gens qui s'automutilent, parce que beaucoup d'anorexiques s'automutilent en fait. Et les anorexiques qui sont dans des communautés ou groupes de gens d'autres anorexiques trouvent là en d'autres qui s'automutilent et qui parlent couramment d'automutilation. Il y a un lien entre les deux phénomènes, mais je pense pas que ce soit généralisé. Puis là, après, si j'étends au discours politique, ce que j'espère faire dans un avenir, je sais pas quand ce sera possible, mais en tout cas, j'ai l'ambition d'aller là, ben je pense pas que ni les trans ni les joueurs de poker soient sensibles aux gens qui sont à des extrêmes politiques ou à d'autres formes de marginalité. Là. Pascal? Est-ce que le fait de se mettre en communauté de cette façon-là conduit d'une certaine façon, toujours, ou du moins la plupart du temps, à une revendication de démédicalisation, de normalisation d'un comportement qui, dans le sens commun, n'est pas normal, ou s'il y a... En fait, quand les individus arrivent dans ces groupes-là, ont-ils déjà une perception en dehors du sens commun, de dire, ben, je suis anorexique, mais je me sens pas malade, puis j'ai pas l'impression. Donc, ils trouvent tout de suite un écho, ou si c'est dans la construction de la communauté que la revendication de normalisation apparaît. Je pense que c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est du collectif que naît ça. Dans les trajectoires individuelles, l'individu qui est d'abord pris tout seul, en fait, avec son expérience, il n'est pas tant en train de réfléchir sur ce qui ne va pas dans le discours médical, sur l'anorexie ou l'automutilation. Il est plutôt en train de s'embêter à ce que ses parents, son chum, sa blonde, tout le monde le surveille, le contrôle, qui doit se cacher et qui souffre de sa marginalité, en fait. Et c'est essentiellement ça, et c'est du collectif c'est du collectif que se développe une critique de la norme médicale, parce qu'on partage de l'information et qu'on cherche en commun les expériences qu'on vit isolément. Mais c'est vraiment, dans le point de départ, c'est la souffrance liée à la marginalité. Ça m'apparaît, je m'excuse, oui, ça m'apparaît quelque chose de nouveau quand on est veilleur sur les fumeurs de marijuana. Il y a une assomption du problème. Je veux dire, on est dans la marginalité, on a un problème, tout le monde ensemble, c'est correct. On assume, il y a quelque chose qui ne passe pas nécessairement dans la critique. Puis ça, je ne sais pas ce que tu aurais par rapport à ce que... Là, il y a peut-être quelque chose qui de l'ordre de la culture de façon plus globale, mais il me semble qu'il y a quelque chose là de vraiment...
Ben, bon, comme tu dis, je fais des liens au départ de ma présentation avec ce qui change la normativité médicale puis des demandes de reconnaissance puis de démédicalisation. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un changement social plus large. Mais il y a dans tous les cas le fait que, comment dire, je pense que c'est peut-être pas étranger au fait qu'on soit dans on évolue simultanément dans deux mondes parallèles. Ce qui est la différence avec ce que peut décrire Baker jusqu'à un certain point. Bon, Baker te dira que le fumeur de pot, il est chez les fumeurs de pot, mais que quand il n'est pas chez les fumeurs de pot, il sait se comporter comme il faut se comporter dans d'autres contextes. Il connaît bien la différence entre les deux mondes, mais il n'est pas autant ou pas de la même manière, hein, comme les gens auxquels je me suis intéressée, hein, à passer sa veillée en ligne, à partager, à échanger avec d'autres qui partagent sa vision des choses pour se retourner puis être en face de son chum, sa blonde, ses parents, ses amis, son coloc, hein, où on a une vision des... Et en fait, ces gens-là évoluent dans deux univers de sens qui sont a priori complètement disjoints, complètement incompatibles l'un avec l'autre. Dans certains cas, on va finir par intégrer les autres à sa vie sociale hors ligne. En fait, on va finir par ne fréquenter que d'autres joueurs, faire des liens, rencontrer d'autres trans, mais pas toujours. C'est pas obligatoire. Et le fait est que le fait d'être dans deux mondes complètement, deux univers de sens complètement disjoints, puis incompatibles entre eux, fait en sorte, hein, on peut se cacher dans la vie sociale, on peut difficilement se cacher dans sa vie intime ou dans sa vie privée. Je veux dire, celui ou celle qui s'automutile, il y a des limites à ce qu'elle peut cacher l'automutilation du conjoint ou des proches ou des gens qui sont... Et donc, en fait, il y a quelque chose de la gestion de la marginalité dans la vie quotidienne avec les proches, où ce qu'on fait dans le collectif ou dans la communauté en ligne, c'est de partager des arguments. Et en fait, ils reviennent couramment sur ça, sur le fait qu'ils souffrent de leur marginalité, puis de qu'est-ce que tu dis à ta mère, qu'est-ce que tu dis à ton mari, qu'est-ce que tu dis à... Et de partager les arguments, les stratégies, les trans reviennent constamment sur la façon de faire le coming out, la façon de parler avec les parents, les attentes vis-à-vis des parents qui n'arrivent pas à utiliser le bon prénom, ou qui refusent certaines affaires, ou qui... et sur comment leur dire, quoi leur demander. Ce qu'ils partagent, c'est beaucoup donc la gestion de ces tensions-là dans leur quotidien privé, où ils ne peuvent pas se cacher comme le fumeur de pot peut se cacher. C'est bien. Moi, j'avais deux questions par rapport à la construction de la vision commune. La première étant, dans ces communautés en ligne, j'aurais voulu savoir si toutes les personnes qui participent à cette communauté-là sont issues d'un même lieu géographique, d'une même nation, d'un même pays, parce que les référents culturels, identitaires changent, et donc la vision commune peut être différente. La deuxième est sur le choix au départ, lors de la création des forums, savoir si on a des modérateurs ou pas des modérateurs, et en quoi cela peut influencer justement Oui, c'est des questions qui sont vraiment intéressantes. Dans tous les cas de figure qui m'ont intéressé pour ces communautés-là, il y a toujours, en l'occurrence, un ancrage national ou local, mais qui n'est jamais exclusif. C'est-à-dire que les joueurs, ils sont principalement au Québec. Et là, on remarque que c'est vraiment un biais de ma démarche, parce que comme je veux faire des entrevues en face à face, je m'embête déjà à rencontrer des couturières aux quatre coins de la planète, puis c'est assez compliqué. Comme je voulais les rencontrer en entrevue, j'ai cherché une communauté où il y avait essentiellement des Québécois, où on parlait de... Bon. Et donc, mais il y a des Français, des francophones d'ailleurs qui viennent, et il existe un équivalent qui est une communauté anglophone américaine, je dis américaine, anglophone, elle est très grosse, elle est énorme, il y a des fils de discussion à pu finir, c'est très animé. Il y a des anglophones d'un peu partout.
qui s'y retrouvent. Chez les trans, à l'origine, le noyau dur est français, donc en France, mais il y a des francophones de partout ailleurs, et puis couramment, bien, la question des référents nationaux, et puis créer des contresens, ou chez les trans, par exemple, les questions relatives au suivi médical sont absolument pas les mêmes selon que tu es au Québec, en France, en Belgique ou en Suisse. Les exigences ou contraintes ou liées à l'obtention des ordonnances et puis aux aspects juridiques sont très variés, donc ils sont constamment en train de revenir à ça. Tu es dans quel pays, tu es où, mais bon, le plus souvent, il y a quelqu'un à l'origine qui a créé un site, un blog, une plateforme. Souvent, les premiers, en tout cas, sont du même groupe linguistique, minimalement, il y a la langue qui fait lien, mais dans tous les cas, on observe toujours plus de ceci, plus de cela, plus de Français, plus de Canadiens, plus de Québécois. Sur la question de la modération, c'est très variable, c'est pas partout pareil. On observe tous les extrêmes et tous les codes de figure. J'aurais envie de te répondre, mais là, ce que je peux répondre est limité parce que j'ai pas... Les auteurs qui s'intéressent aux communautés, Adler, les communautés d'automutilation, les communautés d'anorexiques, on s'intéresse peu à la question de la modération. Souvent, on écrit peu de choses là-dessus, donc je suis limitée avec mes propres terrains pour en parler. Et sur les terrains sur lesquels j'ai travaillé, c'est toujours compréhensible pourquoi il y a ou il n'y a pas de la modération, et c'est toujours lié à l'histoire de la communauté. Par exemple, la communauté de joueurs sur laquelle j'ai fait enquête est issue, comme ça arrive très souvent, d'une autre communauté. Il y avait un autre, il y avait un autre forum, un autre espace, puis le groupe a fini par se scinder parce qu'il y a eu des conflits, et les conflits étaient liés à la modération, et donc on est, on tient à ce qui est le moins d'intervention possible, et donc on censure rien, même des choses que de la vie de tout le monde devrait censurer. À l'inverse, chez les trans, on est dans un contrôle quasi obsessif du discours, avec l'idée qu'il y a là des expériences personnelles très sensibles, et que les modérateurs sont très attachés à l'idée qu'il ne faut pas que personne se sente jugé, condamné sur son expérience, et que donc dès qu'une intervention va dans le sens de porter un regard normatif sur l'expérience de l'autre. Mais alors, nous allons remercier vraiment beaucoup merci. Daniel.